donc, ce qui a fait très fortement augmenter les rendements, je vais l'apprendre à personne ici, c'est les engrais azotés, les autres engrais minéraux et la mécanisation. Ce qui a également permis de considérablement augmenter la quantité de nourriture servie, c'est les moyens de transport et de conservation, hein, la conserve, la surgélation, le stockage, les silos, etc., tous ces trucs-là. Et les défis pour demain, c'est que tout ça va partiellement s'éroder, puisque l'énergie fossile que nous avons à notre disposition, elle est malheureusement pas éternelle, ou heureusement pas éternelle, et que l'approvisionnement mondial en énergie fossile et régional en énergie fossile, climat ou pas climat, ne peut que baisser, parce que pour tous ceux d'entre vous qui ont fait les mêmes études de maths que moi quand j'étais petit, vous savez qu'il y a un petit théorème en maths qui dit que quand vous tapez dans une ressource de départ qui est donnée une fois pour toutes, eh bien, la production au cours du temps issue de cette ressource ne peut faire qu'un truc comme ça. Hein. Et donc, ça veut dire que pour toutes les ressources issues de la croûte terrestre, dont les combustibles fossiles, qui mettent des centaines de millions ou des dizaines de millions d'années à se reconstituer, eh bien, on est forcé d'avoir un maximum à l'extraction et un déclin derrière. Or, les combustibles fossiles sont aujourd'hui indispensables pour fabriquer la mécanisation agricole, il faut du charbon et du gaz, pour faire fonctionner la mécanisation agricole, il faut du pétrole, pour faire fonctionner les transports aval, il faut du pétrole, et pour fertiliser les champs, il faut du gaz. Du reste, un certain nombre d'entre vous sont probablement au courant que depuis qu'on a des démêlés avec M. Poutine, on a eu un petit sujet sur l'approvisionnement, qui n'est pas majeur, mais sur l'approvisionnement en engrais. Et tout ça s'est fait dans le cadre qui a fait votre malheur à vous les agros, qui est l'effondrement économique du secteur. La nourriture représentait probablement, alors c'est un ordre de grandeur que j'ai reconstitué avec mes petits bras musclés, donc il vaut ce qu'il vaut, mais il y a 2 siècles, la nourriture représentait probablement entre 50% et 2/3 du budget des ménages. C'est-à-dire que acheter à manger représentait entre la moitié et les 2/3 de ce que les gens gagnaient. La manière dont j'évalue ça, c'est tout simplement que la population active dans l'agriculture, et encore, bouchez-vous les oreilles, mesdames, à l'époque, je pense qu'on ne comptait pas les conjointes d'agriculteurs comme étant des actives, il y a 2 siècles, hein, je soupçonne qu'on ne les comptait pas, mais il y a 2 siècles, la fraction de la population active qui travaillait dans l'agriculture dans ce pays, c'était les 2/3. Hein, donc les 2/3 des actifs dans ce pays travaillaient dans l'agriculture. Du coup, si vous faites une règle du pouce en disant tous les gens sont payés pareil ou qui travaillent, ça revient à dire que les 2/3 du PIB étaient agricoles, ce qui revient à dire que les 2/3 de la consommation, enfin les 2/3 des dépenses de consommation étaient agricoles, modulo les impôts et quelques transferts. Mais en gros, l'ordre de grandeur était là, hein, donc entre la moitié et les 2/3. Aujourd'hui, comme vous le savez probablement, l'agriculture, c'est 2% du PIB. Ce qui veut dire que le prix de la nourriture stricto sensu, je n'inclus pas son transport, je n'inclus pas son emballage, je n'inclus pas sa transformation et je n'inclus surtout pas le salaire du magasinier ou du serveur si vous allez chez Carouf ou si vous allez manger une omelette au bar tabac du coin. Hein. Eh bien, ça veut dire que le prix de la nourriture stricto sensu, c'est 2% de ce qu'on gagne aujourd'hui. 2% de ce qu'on gagne. C'était entre la moitié et les 2/3 de ce qu'on gagnait il y a 2 siècles. Donc, le monde agricole a vécu un effondrement de sa part relative dans la richesse, un effondrement, et c'est l'un de ces drames aujourd'hui, parce que comment demander à un monde d'innover férocement, et il va devoir innover férocement, alors qu'il est pauvre? Alors vous allez me dire, non, il y a quelques céréaliers qui sont riches. Ok, mais globalement, le monde agricole est pauvre au regard des autres domaines économiques, et il est très pauvre au regard de sa fonction dans la société, qui est que s'il n'est pas là, vous pouvez oublier les 98% restants du PIB. Hein, sauf à ce qu'on arrive à faire du PIB à des fantômes ou à des zombies, compliqué d'avoir une activité économique quand on ne mange plus. Donc c'est ça qui s'est passé aujourd'hui, enfin c'est ça qui s'est passé sur le dernier siècle, ça a été une profonde transformation. Et cette profonde transformation, par ailleurs, s'est opérée dans un climat qui est resté stable. Pour ceux d'entre vous qui ont envie de regarder plus loin dans l'histoire, le passage aux activités agricoles de notre espèce et sa sédentarisation il y a 10 000 ans ont été la conséquence directe de la stabilisation du climat qui s'est opérée à cette époque-là. Jusqu'à il y a 10 000 ans, le climat était soit très froid, soit instable, c'est-à-dire qu'on a eu soit une période glaciaire pendant laquelle toutes les moyennes latitudes étaient totalement incultivables, soit une déglaciation entre il y a 20 000 ans et il y a 10 000 ans, pendant laquelle, incidemment, le climat ne s'est réchauffé que de 4 à 5 degrés en moyenne planétaire, donc on produit quand même des gros changements, 4 à 5 degrés dans la moyenne planétaire. Et pendant cette déglaciation, le niveau de l'eau est remonté de 120 mètres. La France, qui ressemblait au nord de la Sibérie, s'est mise à ressembler à ce à quoi elle ressemble aujourd'hui, donc c'est quelques petits chamboulements.
Et depuis 10 000 ans, le climat est stable. Et donc, un certain nombre de populations humaines se sont sédentarisées et ont pu développer une production agricole. Alors, ça demandait d'autres conditions. Ça demandait des espèces sauvages qui pouvaient être domestiquées. Ça demandait éventuellement des animaux qui pouvaient être domestiqués, etc. C'est très bien expliqué dans le bouquin de l'inégalité parmi les sociétés de Jared Diamond. Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le lire. Mais ça demandait aussi une stabilité climatique sans laquelle, à l'époque, des sociétés humaines assez peu résilientes n'auraient pas pu changer en permanence leurs pratiques au fil d'un climat se modifiant et étant encore raisonnablement changeant. Donc on est les descendants aujourd'hui de deux choses, l'abondance énergétique, qui s'est surtout matérialisée sur les 2 derniers siècles, la stabilité climatique, qui s'était matérialisée sur les derniers millénaires. Nous allons quitter ces 2 domaines de stabilité. Nous sommes en train de quitter ces 2 domaines de stabilité. Il suffit pour ceux d'entre vous qui savent ouvrir un journal de regarder ce qui se passe en ce moment en Espagne, ce qui s'apprête à se passer en France cet été, puisque nous démarrons la saison de pousse et nous démarrons le printemps et l'été avec des nappes phréatiques qui sont dans un niveau très bas, et avec des précipitations qui font maintenant défaut en France depuis en gros 2 ans et en Espagne depuis en gros 3 ans. C'est malheureusement très cohérent avec ce que les simulations climatiques nous promettent pour l'avenir, puisque dans le cadre du réchauffement climatique, il est prévu qu'il y ait un assèchement progressif du pourtour du bassin méditerranéen. C'est malheureusement quelque chose qui est dans les résultats de modélisation. Donc c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Malheureusement, on n'avait pas très envie d'aller regarder, mais c'est quelque chose qui est connu depuis un certain temps. Donc on va quitter la stabilité climatique et le climat va devenir globalement plus hostile pour l'agriculture. En tout cas en France, le climat va s'assécher, les précipitations vont devenir plus irrégulières, et donc vous savez que des précipitations plus irrégulières, c'est une fraction d'eau qui reste dans le sol qui baisse, puisque les épisodes intenses ne donnent lieu qu'à peu d'infiltration par rapport au volume d'eau qui tombe. Pour ça, il vaut beaucoup mieux du crachin breton. J'ai rien contre les Bretons, c'est que la Bretagne est un pays où il fait beau 3 fois par jour, beaucoup la Bretagne. Mais c'est les précipitations type crachin breton qui sont des précipitations qui sont utiles et intéressantes pour les végétaux. Donc on va avoir des précipitations plus irrégulières, on va avoir une évaporation qui va augmenter puisqu'il va faire plus chaud. Et donc les sols vont globalement s'assécher d'à peu près 10% par degré de réchauffement global. C'est ça ce qu'il faut garder en tête pour le pourtour du bassin méditerranéen. Donc 4 degrés de réchauffement global, 40% d'assèchement. Bon, les 4 degrés, c'est pas sûr qu'on les ait, parce qu'à mon avis, on va avoir une économie qui va s'effondrer avant. Mais 2 à 3 degrés, on est bien parti pour. Et c'est déjà quelque chose d'absolument massif. On va également avoir un problème avec les forêts. Bon, ça ne concerne pas directement l'agriculture, mais enfin, ça concerne un tout petit peu, comment on les appelle, les fifins, non, c'est pas ça, ceux qui partent à Nancy, là, les fifons, voilà, pardon, fifons, excusez-moi. Donc ça concerne quand même une partie des gens qui s'occupent, en gros, de domestiquer des espèces végétales pour qu'on en fasse quelque chose d'intéressant pour l'humanité. Et on va également avoir un gros problème avec les arbres, avec un problème encore plus aigu, puisque les cultures annuelles, on peut avoir l'INRA qui vous suit, et puis tous les ans on plante des trucs un peu différents. Avec les arbres, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il faut attendre un demi-siècle entre le moment où on plante et le moment où on récolte. Donc on ne peut pas jouer tous les ans à faire quelque chose de différent. On va donc sortir de la stabilité climatique, on va avoir un certain nombre de conséquences adverses qui vont apparaître. Par exemple, la compétition entre espèces va se mettre à changer. Il y a quelques années, il y avait de l'oïdium qui commençait à s'attaquer aux bourgeons alors qu'avant il arrivait plus tard et qui s'attaquait aux feuilles. Ça fait toute la différence évidemment sur les espèces, parce que si vous attaquez aux feuilles, l'arbre a quand même les moyens de résister. Si vous attaquez aux bourgeons, il ne résiste pas. Vous avez de l'oïdium, par exemple, qui remonte, et du mildiou, du mildiou qui remonte maintenant plus au nord dans les vignes, vous avez, etc. Donc la compétition entre espèces va changer, avec une capacité à anticiper qui n'est pas extraordinaire. Moi, l'ingénieur, je reste très modeste devant les biologistes, parce que la vie, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus compliqué que le climat. Donc il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont très difficiles à anticiper, et malheureusement, on constatera les pertes ex post beaucoup plus qu'on ne va être capable de comprendre très à l'avance la manière dont le système pourrait se comporter. Alors la défossilisation de l'industrie et la défossilisation de l'agriculture, il y a la défossilisation directe et la défossilisation indirecte, on va dire. Juste pour revenir sur les transports, c'est pas grand-chose dans les ACV. Oui, certes, mais ça ne dit pas que la dépendance n'est pas forte pour autant. Par exemple, la testostérone, c'est une très faible part de mon poids, mais si on l'enlève, ça change quand même un peu mon organisme. Donc en fait, la dépendance, elle n'est pas nécessairement reflétée par la part dans les émissions totales.
Et du reste, c'est exactement le même raisonnement qui conduit les économistes à dire, bon, l'agriculture, c'est 2% du PIB, donc on s'en fout si on perd la moitié. C'est pas pour autant qu'on n'est pas très fortement dépendant du fait qu'on mange. Donc oui, c'est pas dominant. Et du reste, les émissions agricoles, elles sont pas dominées par le CO2, elles sont dominées par des émissions hors CO2. Si on regarde à l'échelle mondiale, les émissions d'origine agricole, déforestation incluse, parce que la déforestation est essentiellement pilotée par un sujet agricole, c'est 30% des émissions planétaires. Les centrales à charbon, c'est 20%, les transports planétaires, c'est 15%. Donc, pour dire, c'est très important. C'est essentiellement des émissions hors CO2. Enfin, hors CO2 fossile. La déforestation, c'est du CO2 pas fossile, c'est du CO2 biogénique. Et le reste, c'est du protoxyde d'azote et du méthane, pour l'essentiel. Hein. Très peu de CO2 là-dedans. Alors, défossiliser l'agriculture, en fait, ça veut dire avoir des amendements qui cessent d'être fabriqués avec du gaz. Donc ça pose la question des engrais azotés, d'où ils viennent. Et donc des rotations. Donc l'azote peut venir de l'air. Ça veut dire qu'il faut manger des lentilles au lieu de manger du blé. Voilà. Non mais c'est en gros, hein, ou des fèves, c'est bon. La deuxième chose, c'est la défossilisation de la mécanisation. Et là, on a deux options. On a une option que certains commencent à retravailler, qui est la traction animale, et une autre option qui est la production d'énergie de biogaz sur exploitation pour la mécanisation agricole. Alors, quand on regarde le productible en biogaz en France, autant, je ne vais pas me faire des amis, mais enfin, autant nos amis de GRT et de GRDF, quand ils pensent qu'on va faire 300 TWh de méthane, de méthane biogénique pour que tout le monde continue à se chauffer au gaz, je pense qu'ils rêvent en couleur. Par contre, autant en faire quelques petites dizaines de térawattheures pour remplacer les tracteurs tant qu'on n'a pas remis des chevaux et tant qu'on n'a pas refait des exploitations, enfin, ou qu'on ne les fasse pas du reste. Ça, c'est pour la mécanisation agricole, ça c'est un truc qui flotte. On peut l'envisager. Sur la défossilisation de l'industrie, là à nouveau, il y a la défossilisation des procédés directs et la défossilisation des procédés, enfin de l'indirect, c'est-à-dire les transports intermédiaires. Sur les procédés directs, en fait, on a deux grandes marges de manœuvre. On peut utiliser soit de la biomasse, soit des pompes à chaleur haute température pour faire de la vapeur, et l'industrie agroalimentaire est une grosse consommatrice de chaleur. Et puis sur l'électricité, en fait, il faut avoir de l'électricité décarbonée. Donc là, il faut faire des éoliennes, des panneaux solaires, des centrales nucléaires, en gros. Mais ça vaut pour toute l'industrie. On a essentiellement, en dehors de la chaleur et du froid, dans l'industrie agroalimentaire, des processus mécaniques. Voilà. Après, il y a la défossilisation indirecte. Donc l'industrie agroalimentaire est un driver très fort de la fabrication des emballages. 40% du plastique sert à faire des emballages, par exemple. Alors à partir du moment où on n'a plus de pétrole, comment est-ce qu'on fait des emballages ? Alors ça, par exemple, c'est une question qui n'est pas simple du tout à résoudre, vu la quantité de plastique aujourd'hui et vu la quantité de pétrole qu'on met dans les emballages. Mais c'est indirectement lié au transport. C'est-à-dire si on raccourcit les chaînes d'approvisionnement et si on accepte de refaire un peu plus la cuisine en allant au marché acheter des courgettes et des patates et des lentilles, au lieu d'acheter des trucs qui sortent des industries agroalimentaires, on résout aussi une partie de notre problème d'emballage. C'est-à-dire qu'en fait, nos emballages, ça devient des cassettes en peuplier et ça cesse d'être des trucs en plastique et en métal. Donc la défossilisation, en fait, elle dépend des étapes qu'on est en train de regarder. Et puis, il y a la défossilisation des transports pour lesquels, là, pour le moment, on n'a pas commencé à avancer parce que autant les marchandises ne votent pas alors que les gens votent. Donc on a commencé à électrifier les transports de personnes et pour le moment on se contrefout de l'électrification des transports de marchandises. Alors que comme je l'ai dit tout à l'heure, sans camion, Paris meurt de faim, alors que sans voiture, les Franciliens se lèveront 2 heures plus tôt et ils feront du vélo, du bus, du RER et de la marche à pied. Mais ils y arriveront toujours parce qu'on a des jambes. Donc aujourd'hui, dans les priorités à la décarbonation des transports, je pense qu'on est en train, en termes de résilience, de se tromper de priorité. Parce que la première priorité, tant qu'on a 80% de la population française qui habite en ville, où il est hors de question d'avoir de l'autonomie alimentaire, c'est bien la question du transport de marchandises, et en particulier du transport de nourriture. Et là, la défossilisation, encore une fois, on n'en voit pas le début. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, pour les camions, les gens qui pensent faire des camions totalement sur batterie, en fait, quand vous regardez la quantité, la puissance appelée par la recharge d'un seul camion, vous vous rendez compte qu'on pourrait électrifier 1/1000 de la flotte française. Quand vous regardez les gens qui pensent qu'on va passer à l'hydrogène, si on devait passer le fret routier français à l'hydrogène, on aurait besoin de 20% de la production électrique française rien que pour ça. Et puis la logistique de l'hydrogène, c'est un truc indémerdable.
Enfin voilà, donc on a, comme disait l'autre, on n'a pas le cul sorti des ronces en ce qui concerne la défossilisation des transports. Voilà, donc il ne faut pas voir juste les processus directs. Encore une fois, on est dans un système où c'est le plus faible maillon de la chaîne qui pilote la résilience de l'ensemble du système. Alors, dans les conclusions personnelles auxquelles tout ce que je viens de vous raconter m'amène, moi j'en ai une première qui est on ne peut pas demander à un secteur d'innover s'il reste pauvre. Donc, il y a un vrai sujet qui est qu'il faut faire suffisamment de pédagogie pour que la population accepte que la nourriture voit son prix augmenter. Et quand je dis que la nourriture voit son prix augmenter, je ne parle pas des marges de Carrefour. Je parle vraiment de ce qui rentre dans les exploitations. La deuxième chose, c'est que le monde agricole va probablement devoir évoluer dans le sens d'une diversification de ses productions, parce que la spécialisation des régions est un truc qui est très cohérent avec des transports abondants. Si les transports deviennent moins abondants et que donc la résilience alimentaire doit s'organiser à l'échelle du département ou de la région, ça veut dire qu'une partie des régions agricoles, on doit les déspécialiser. Mais si on les a spécialisées, c'est précisément parce qu'on avait les rendements maximaux dans les cultures dans lesquelles on les a spécialisés. Donc en déspécialisant, on fait baisser les rendements. Donc on gagne en résilience sur la longueur de la chaîne d'approvisionnement, mais on va perdre en rendement, fatalement. Donc on fait monter les prix, fatalement. La troisième conclusion à laquelle j'arrive, c'est qu'il faut que les agriculteurs, seuls ou en se regroupant, avec des petites coopératives, etc., intègrent de la valeur ajoutée à l'aval. Donc ils faisaient du lait, ils font des yaourts, ils font des fromages. Ils faisaient des légumes, ils font de la ratatouille, etc. Donc je pense qu'il y a aussi... et parce qu'il n'y a que comme ça qu'ils vont arriver à faire rentrer plus d'emplois dans les exploitations agricoles. Et il est nécessaire de faire rentrer de l'emploi dans les exploitations agricoles. Mais on ne peut pas faire rentrer des emplois chez des gens qui sont pauvres. Donc à un moment, il faut faire rentrer du pognon. Pas de miracle. On a un sujet important qui est que l'agriculture, donc ça reste une activité qui est raisonnablement locale, mais sa gestion aujourd'hui est devenue raisonnablement supranationale, puisque l'essentiel de l'activité agricole française est régi par la politique agricole commune, qui est un domaine dans lequel il y a peu de subsidiarité. C'est quand même bon. Et donc là, on a un vrai sujet qui est comment est-ce qu'on gère, vu d'en haut, une activité qui va devoir s'adapter au changement climatique de manière très localisée, parce que le changement climatique n'est pas le même ici qu'ailleurs, et qui va devoir on va dire, se déspécialiser. Donc la politique agricole commune, c'était un truc qui était très, très bien adapté quand on avait des marchés mondiaux sur des commodités avec des régions très monocultures. Mais ça marche bien dans un monde au climat stable, sans problèmes environnementaux, sans érosion des sols, sans baisse de la biodiversité et sans problème d'approvisionnement en énergie fossile. Je m'arrête. Ça va être un peu plus compliqué de gérer ça dans un monde dans lequel on a tous les défis à relever que je viens d'évoquer.